Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute l'équipe. Alors malheureusement, notre invité spécial n'aura pas pu venir, donc Yannick, paix à son âme, mais bon, on le reverra très bientôt dans l'émission. Sans Du doute. coup, on va faire un petit point complet, toujours sur vraiment axé sur le trade. Du coup, avec Jean-Luc et Phil qui sont nos deux traders pro attitrés. Donc on sera aussi Très avec pro. Louise et Baptiste. On aura aussi un invité spécial quand même malgré tout, un sur deux, c'est déjà pas mal. On aura Mathieu Vieussa, donc qui nous expliquera un petit peu ce qui va se passer pour la mise à jour Constantinople qui va s'appliquer très bientôt à Ethereum et qui nous fera peut-être un petit point sur IOTA. S'il a envie, hein, Mathieu, présente-toi peut-être un petit peu où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Oh, ben, tu sais, moi je travaille sur l'Internet mondial et donc je bosse sur IOTA et je m'intéresse au fonctionnement technique des cryptos, voilà, toutes les technologies. D'accord, bah écoute, au top. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut commencer tout de suite sur une petite revue des marchés. Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a eu des belles hausses, c'était... Ouais, ouais. Phil, tu permets que je prenne la parole? J'avais préparé un petit truc. Ouais, cette fois on a dit et je t'avais promis que je te Bon, laisserai le champ tout ouvert. allez, Donc à toi. merci à toi. Je voulais vous MacProd, parler simplement excuse-moi, d'un petit truc super MacProd, simple. MacProd, ton Pardon? micro, Ah oui, Bah, il y a pardon. ta chérie derrière qui fait la vaisselle et toute la famille, ils sont sympas. On leur fait un gros C'est bisou. bon, il non est mais muet, t'inquiète pas, on va muter les gens qui servent à rien. Quentin, mute-le, c'est tout. Je voulais vous parler d'un truc tout vieux, tout bête. Ça s'appelle la force relative. En intraday, on peut s'en servir pour faire sur un petit compte de spéculation, spéculatif, ou on peut s'en servir aussi sur un compte d'investissement. L'idée, en fait, c'est de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, par exemple, en quadriptyque, sur 4 unités de temps, par exemple 60 minutes, on peut afficher sur le même écran quatre, euh, quatre actifs, par exemple le BTC, l'Ethereum, l'EOS et le Litecoin, donc les Ça, plus c'est quoi, grosses écuries. Jean-Luc? C'est une méthode, comment on Alors oui, pourrait c'est une méthode qualifier cet outil? voilà, alors c'est une méthode d'observation. C'est très simple, c'est pour voir en fait qui performe ou qui surperforme l'indice de référence ou qui sous-performe l'indice, ou des fois ça se voit pas, il y a pas de, ils sont quasiment au même niveau. Mais de temps en temps, comme le premier graphe que j'ai posté juste au-dessus dans Chat Live, on voit des décorrélations par rapport à l'indice. Donc sur le petit graphe que je vous ai mis sur le Chat Live juste au-dessus à 20h58, on voit en fait une action du BTC, c'est-à-dire une première impulsion, on voit une correction et une deuxième impulsion. Et à droite, on voit son challenger, l'Ethereum, qui fait à peu près comment dire, le même déplacement graphique que lui en général. Sauf que cette fois-ci, dans cette première impulsion, en fait, on peut voir que la correction, elle n'est pas à plat, elle est carrément haussière, la correction. Par rapport au BTC, si vous voyez à gauche, lui, il fait un drapeau, un flag, ou enfin une correction. On la voit très clairement, elle est baissière, c'était un trait rouge. Tu as des graphes qui sont sur analyse Ouais, ouais, technique? ils sont Nickel. sur Chat Live. Ah, chat live, d'accord. Chat Live. Donc la À prochaine 20 fois, hein, si vous pouvez venir sur Discord pour voir tout le chat en direct, je vous le conseille. Vas-y, Donc reprends, l'idée, excuse-moi. avec deux écrans, avec comment dire, deux actifs affichés sur votre écran ou quatre par exemple. Bon, quatre c'est un peu plus difficile, mais peut-être au début deux ça suffira. C'est en fait de choisir l'actif qui correspond à ce que vous avez envie de faire en intraday. Par exemple, sur l'impulsion que nous avons eue, eh bien, à mon humble avis, il était plus judicieux de reprendre un achat sur l'Ethereum qui était beaucoup plus fort durant sa correction. Sa correction était haussière. Donc, il était plus judicieux de reprendre un long sur l'actif de droite, donc l'Ethereum, même si le boss semble, c'est le BTC apparemment, de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. Des fois, ben, même le boss, en fait, il fait des impulsions et il les retrace assez violemment, assez fortement. On va dire qu'il a quasiment retracé de 50% son impulsion, alors que l'Ethereum, lui, ne retraçait pas, il montait durant la correction. Donc, l'idée de la force, c'est de voir cette cause et travailler les faits. Donc la cause, c'est que le BTC corrigeait fortement. La cause de l'Ethereum, c'est que lui, il ne corrigeait pas carrément, il montait dans sa correction. C'était de travailler les faits de l'Ethereum, c'était de se porter donc acheteur sur le plus fort de la correction. Et on le voit donc sur l'impulsion qui a suivi, donc la troisième impulsion qui a continué, on voit que de suite, l'Ethereum a fait une impulsion de 15%.
d'accord? Alors que sur les mêmes niveaux, l'Ethereum, le BTC, pardon, a fait 5%. Donc on avait, non, pardon, 19% et 5%. On a eu quasiment 14 ou 15% de différence sur la cause de cette force. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de bien regarder. Souvent on croit qu'ils font la même chose. Eh bien des fois non, il y a quelques finesses, ils ne font pas la même chose. Deuxième graphique que j'ai mis au-dessus, un peu au-dessus, c'était pour voir récemment ce qui s'est passé, voir encore cette force. On voit que dans des correctifs, des Est-ce que tu fois, peux le reposter, BTC, s'il te plaît? je reposte le deuxième. Allez, le dernier. Non, non. Ok, je le mets en deuxième. Bon, il y a eu plein de messages qui se sont collés, mais c'est pas grave. Il est là. Poste-les dans analyse technique si jamais, Jean-Luc. Au moins Analyse technique. tu seras pas Ok, spammé. allez, Après, analyse c'est comme tu le technique. sens, hein, mais c'est pour. Non, non, je mets les deux dans analyse technique. Voilà, il y aura les deux, comme ça. Que vous pouvez retrouver du coup directement sur le Discord, hein, je me répète, mais si vous voulez voir tout ce qui s'est dit en images du coup, ce sera tout sur notre Discord. Vous aurez tous les liens en description, que ce soit de la vidéo ou du podcast sur notre page Facebook. Voilà. Et dans l'analyse technique, je mets les deux. Donc, voilà. Donc l'idée de cette force, en fait, voilà, c'est de constater donc récemment, le graphe du haut, c'est ce qui s'est passé avant la cassure. En fait, on avait, au passage des 3733, on avait un BTC qui était assez fort sur la partie gauche. Ensuite, on a eu plutôt un Ethereum qui a un peu faibli, on va dire. Par contre, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Eh bien, il y a eu une espèce de petite rupture sur le BTC. Il a perdu de sa force et c'est l'Ethereum, en fait, qui est devenu un peu plus fort. On voit que son latéral, en fait, était à plat, alors que le BTC, il a fait plutôt un comportement un peu chaotique sur ce coup-là. Il n'a pas été vraiment à la hauteur de sa force. Et en fait, on a pu, avant la cassure, encore une fois, se positionner en fait sur l'Ethereum par avance, parce qu'il présentait une force supérieure au BTC. D'ailleurs, cette force, on la voit encore, c'est que pendant la correction à la touchette des 165, eh bien, l'Ethereum n'est pas revenu sur l'ancienne cassure des 121, alors que le BTC est venu la retoucher encore. Voilà, c'est encore un signe de faiblesse. Donc, l'Ethereum reste fort, pardon, à moyen et court terme. Donc ça, c'est intéressant de regarder les comportements entre les deux, donc entre 4, par exemple, si on sait faire. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs avantages. Tant que cette force est présente, eh bien, on va rester acheteur ou vendeur. Enfin, quand la force est présente, on va rester acheteur sur l'actif. Et quand la faiblesse va se manifester, eh bien, on va pouvoir alléger les positions et quitter l'actif. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que quand on sait qui est fort et qui est faible, eh bien, quand le fort va commencer à toucher les résistances, par exemple par des divergences, par des niveaux de volume ou par des niveaux techniques qui semblent très difficiles à passer, par exemple des niveaux de convergence mensuelle ou hebdomadaire, on se dit tiens là ça risque d'être compliqué, eh bien on va pouvoir, quand on a regardé qui était fort et était faible, par exemple vendre le faible au lieu de vendre le fort sur la résistance. Par exemple, si pendant tout ce temps l'Ethereum et le BTC ont monté, et qu'on observe que le Litecoin par exemple était vraiment à la traîne, eh bien, quand le BTC va toucher la résistance avec une divergence ou des volumes, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de vendre le BTC qui va tarder à être vendu sous sa résistance, qui risque de stagner un petit peu, on va commencer à vendre du Litecoin, parce que le Litecoin était à la traîne et on le tirait comme un boulet. Donc, à la première résistance, par exemple, le Litecoin va dévisser fortement. Donc, cette force, elle n'est pas uniquement... elle a beaucoup d'avantages. Elle se travaille en intraday ou en investissement. Donc, je vous invite, voilà, c'était une petite astuce, hein, à regarder en duo pour l'instant, si vous, juste pour essayer, en 60 minutes, vous allez voir beaucoup de différents de comportements, assez souvent, et ça va vous aider à prendre position sur l'actif, en fait, qui a le plus de force ou plus de faiblesse. Donc, l'idée, c'est d'acheter le fort sur un support en tendance haussière ou à la cassure d'une résistance. Et l'autre idée, c'est de vendre le faible dans une résistance ou dans une cassure de support. Voilà. C'était le petit tips de Tonton Jeannot. C'était Voilà, la force relative de Jean-Luc. Donc la force relative. si Ouais, je c'est un vieux résume truc, mais ça fonctionne très Todingo, bien. comme on l'appelle dans le milieu. ou le sage. Donc si je résume bien la force relative, en fait, ça va nous servir dans une optique de bénéfice. Voilà.
Enfin, après, voilà, faut se le dire clairement, si Oui, on est sur les alors, marchés, en fait, c'est l'idée, pour c'est que tirer, c'est pour tirer vraiment un, le un maximum, la avantage, meilleure un performance avantage possible. technique, voilà. Et surtout, l'avantage, c'est quoi? C'est que j'ai mis sur le deuxième graphe pullback et pas de pullback. Ça veut dire que l'Ethereum, j'étais en live quand ça s'est passé, cassure de la résistance. Eh bien, en 5 minutes, il est carrément allé sur son premier objectif. Il n'y a pas eu de pullback. Alors que sur le faible, même l'indice directeur, il a cassé sa résistance et pourtant il a fait un pullback assez conséquent. Donc l'avantage de la force, c'est quoi? C'est que en cas de cassure, en général, on va de suite à l'objectif parce qu'il est fort. Et surtout, en cas d'hésitation de l'indice directeur, eh bien, on peut tenir son trade plus facilement parce que les corrections intraday seront beaucoup moins fortes sur l'indice qui est fort. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est que ça casse en premier, ça ne fait souvent pas de pullback. Les correctives intraday, elles sont beaucoup plus confortables, donc on tient beaucoup plus facilement la position et on va souvent le premier à l'objectif. Et ensuite, comme on le voit sur le graphe, quand il y a une forte correction, eh bien, ça reste, elle demeure encore cette force. Elle est latente, elle demeure encore. Vous le voyez sur le deuxième graphe. Le BTC a été retouché carrément son ancien plus haut qu'il avait cassé, avec beaucoup de mal. Donc, il a décroché assez fortement. Et par contre, l'Ethereum, vous voyez, au lieu de revenir à 121, ah ben, il n'est pas revenu à 121, lui, comme l'a fait le BTC à 3733. Il a gardé encore de la force. Donc ça, c'est intéressant parce que cette force, elle nous permet en fait de gérer nos positions. Par exemple, on aurait pu alléger très très fort ou même sortir complètement du BTC parce qu'il était faible et peut-être sortir de 80% sur son Ethereum et garder par exemple 20%. Enfin bon, ça c'est des stratégies différentes. Mais en tout cas, cette force, observez-la. Je vous invite à regarder sur vos graphes, par exemple, en 60 minutes, vous allez voir, les comportements ne sont pas tout à fait identiques. Il y a quelques finesses et je pense que si vous êtes logique et vous avez un esprit visuel, vous allez pouvoir tirer quelques petites astuces de cette petite technique avantageuse de cette astuce. Et Voilà voilà, le, c'était Moi, les je peux tips vous de en... Jean-Luc. Comment se faire un Attends, petit peu attends. plus de pognon. Vas-y, Phil. Non, non, c'est juste pour dire, la stratégie de Jean-Luc, elle existe. Je peux même vous donner un truc pour être encore plus simple à faire quand on est un peu plus débutant, c'est d'utiliser le principe de la force relative dans ce qu'on appelle un spread betting. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se faire chier à dire j'attends qu'on arrive sous une résistance pour prendre le plus faible ou le plus fort, vous prenez au cours du mouvement tendanciel, vous identifiez la sens, c'est-à-dire de dire on se dirige vers les résistances. Et dans ce cas-là, on identifie la zone résistante. Et au lieu, alors il y a la stratégie de Jean-Luc d'attendre. Et une fois qu'on arrive sur le niveau technique, on vend le plus faible ou on hésite à acheter le plus fort. Mais le mieux, c'est dans le mouvement en cours, quand on sait qu'on va tirer vers la résistance dans un flux dominant acheteur, où les deux vont monter, mais avec des amplitudes différentes, de jouer le fameux spread betting. C'est de dire, on va aller chercher la résistance quoi qu'il arrive, et évidemment, celui qui est le plus haussier va y arriver plus vite, donc ouais. on peut profiter du spread betting. Vendre le fort et acheter Bah, le faible. alors, Non, voilà, si je peux me dans ce permettre, cas-là, on va jouer le spread. Vendre le faible et acheter le Voilà, fort. Pardon. exactement. Mais pendant le cycle tendanciel, ça c'est important, ça peut se faire que pendant une phase de tendance, quand on est en recherche d'un niveau technique, mais qu'on n'a pas encore atteint et sur lequel il reste une marge assez confortable à faire. ça me rappelle vaguement ma technique de trade. Je crois que c'était avant et un petit peu après le bull run. C'était tous les jours, c'était lever 6-7 heures du matin, en général avec le café. Je me mets devant l'ordinateur. La première chose que je faisais, Bitcoin, dans quel sens il va? Il monte ou il descend aujourd'hui? Je faisais ma petite analyse et puis bah, juste après j'allais faire justement le... Parce qu'en fait je savais pas qu'on appelait ça la force relative, du coup merci Jean-Luc, mais j'allais faire justement ce petit exercice, je regardais, en général c'était EOS, IOTA, BCH, ETH, NEO, ces petites... Enfin c'est ce qu'on avait à l'époque et bloc en une journée comme ça c'était torché. Puis maintenant qu'on a Et de la si avec volate, ça on rajoute, c'est si propre, hein. avec ça on a des notions de timing et d'oscillation de cycles, des cycles intraday, des cycles courts ou des cycles longs, on peut être encore plus affiné, plus affûté et vendre les cycles baissiers sur les résistances dans les actifs faibles et acheter les phases haussières sur les supports sur les actifs forts. Donc il y a encore d'autres choses qu'on peut rajouter. Bon, ça c'est une autre méthode, mais en fait de là en fait on peut faire beaucoup de progrès, de simples progrès. Vous allez voir, c'est vraiment un truc très très simple. On a besoin de rien, juste de regarder. Et c'est assez pertinent quand on arrive à bien faire son choix. Et toi, Phil, est-ce qu'il y a une notion qui, pour toi maintenant, est basique, mais qui serait importante d'aborder? Je crois que tu m'avais parlé de la gestion un peu du risque.
La gestion Oui, bah, la gain-risque, pardon. gestion du risque, c'est la base du truc. Comment toi tu fais pour la gérer? Comment tu as appris à gérer cette notion gain-risque? Qu'est-ce qui te fait tiquer qui ne le faisait pas avant, quoi? Bah, déjà, tout le monde le fait. Après, la plupart des gens le font juste mal. Mais on gère Bah, tous les risques. comment le faire bien? Voilà. Ce C'est serait le difficile seul. parce que ça dépend de la stratégie. En fait, la gestion du risque, c'est théoriquement ce qu'on appelle une stratégie, mais il y a plusieurs types de stratégies. Tu peux aller du suiveur de tendance qui va utiliser ce que disait par exemple Jean-Luc tout à l'heure, c'est de dire, voilà, par exemple, tout ce qui va être spread betting, force relative, c'est typiquement des marchés en suivi de tendance. Tu peux faire ça que dans des marchés tendanciels. Et figure-toi qu'il y a une grosse erreur que tout le monde commet, c'est que, ok, ça, dans le marché crypto, la tendance est majeure puisqu'on est passé de bulle à crack, donc c'est des tendances, c'est même pas des tendances en fait, c'est des excès de tendances assez manifestes. Mais en réalité, la tendance, c'est même pas 20% du temps d'un marché et 80% dans des ranges ou des zones d'hésitation, ce qu'on appelle les zones spéculatives. Mais après, donc, tu peux utiliser des stratégies plus agressives qui visent à profiter des zones spéculatives. Et là, c'est une autre chose. Et évidemment, la gestion du risque, elle doit être très pointue. C'est-à-dire que les mecs qui s'amusent dans les ranges, s'ils ne savent pas bien faire ça, ils se font dézinguer tout le Voilà, temps. imaginons dans une stratégie de range, comment on fait pour bien gérer, je pense, sachant que c'est une situation assez ardue comme type de trade, comment on fait pour bien gérer son ratio gain-risque? Quelles sont les règles, quels sont les points vraiment à observer avec attention? Comment on fait pour établir un petit peu ce ratio, on va dire? Ah, je te pose une Dans un colle là, hein. range, non, 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 pas du tout. C'est parce que dans un range, il y a deux choses qui font la différence. On va dire la rigueur technique, c'est-à-dire que dans un range, il faut vraiment une bonne stratégie. Il ne faut pas un truc à la mort moelleux qui trade avec des moyennes ou des conneries comme ça. Il faut vraiment un truc agressif. Et il faudra prendre évidemment les meilleurs signaux, pas les premiers signaux qui traînent. Il faut être très exigeant sur la qualité du signal de déclenchement. Et après, ce qui fait la différence dans un range, c'est la psychologie. C'est-à-dire que pourquoi les débutants se pètent la tronche littéralement dans les ranges et que les professionnels y arrivent, tout simplement parce qu'on a de l'expérience et pas les débutants. Donc ça s'apprend, mais malheureusement, ça s'apprend qu'avec le temps. Mais qu'est-ce qu'on va appeler dans ces cas-là le ratio gain-risque? Comment on peut nous le déterminer? Enfin, imaginons, Oh, ça, moi tu je commence à déconnes, aller. c'est facile. Gain risque, c'est combien tu risques pour combien tu espères gagner. C'est-à-dire, tu projettes une target théorique de ton range. Tu dis théoriquement, la borne opposée de mon range, que ce soit l'achat ou la vente, c'est par là que ça va. Et du coup, par rapport au prix sur lequel tu veux te positionner, ton stop doit représenter au moins une fois l'objectif, c'est-à-dire ratio 1 pour 1. Tu risques autant que ce que tu perds dans le pire des cas. Mais en général, en spéculatif, dans un range, il faut toujours commencer avec ce qu'on appelle une zone de confort, c'est-à-dire commencer avec un minimum de ratio d'1 pour 4 pour se dire s'il y a besoin de repousser le stop, je peux le faire tranquille, j'ai de la marge. Tout simplement parce que cette marge, elle permet de tenir la psychologie d'un range qui n'est pas toujours facile et qui est surtout même bien souvent très chiante. Mais si tu n'as pas ce ratio-là à la base, d'attendre au moins 1 pour 4 dans un range, ou 1 pour 3 dans un range tendanciel, et on en parlera si tu veux tout à l'heure, je donne les ratios FIBO parce que c'est la meilleure façon de visualiser. Si tu vends 76% de retracement dans un range, tu as un ratio d'1 pour 4, ça fait 75 pour 1. Ça veut dire que si tu vends avec ton stop sur le précédent sommet, tu peux viser le retour au bas de range avec un ratio de 3 pour 1. Tu risques 1 pour gagner 3. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. D'accord. Si tu divises la portion de prix en 4, si tu te positionnes sur le dernier quart, théoriquement, tu ne risques que 1 pour 3. Donc voilà comment on établit un peu le ratio Non, ça gain-risque, pardon. c'est la base. Ça veut juste dire que dans un range, pour être C'est sûr déjà logique. d'avoir une marge de manœuvre, tu attends au moins d'avoir retracé 76% de la vague précédente. Pour être au D'accord. moins tranquille. Voilà. Eh bien, C'est à peu près écoute. ça. Il y en a d'autres des règles, mais dans un range, voilà, le truc, c'est déjà de s'assurer d'avoir des prix pas trop dégueux pour pouvoir se laisser la liberté de réajuster en cas de besoin. Parce que le mec qui va tout de suite avec des gros leviers, qui risque 1 pour 1 dans le machin, il est mort. Parce que théoriquement, il a plus de chances de se faire pécho qu'autre chose. Euh, donc, c'est des risques. Voilà, c'est de la gestion du risque. Après, ça, malheureusement, je te dis, c'est plutôt dans les ranges, c'est l'expérience qui fait le Quelle boulot. est la meilleure méthode d'apprentissage pour justement cette gestion? Comment toi tu as appris? Est-ce que c'est vraiment à force de trader? Est-ce qu'il y a des techniques particulières à employer?
Alors, non, la gestion du risque, ça s'apprend. Ça s'apprend dans une stratégie. C'est-à-dire, c'est la partie technique pour moi du trading. C'est pas la partie. C'est pas subjectif. La partie technique, c'est au contraire, c'est ce qui est très concret, c'est ce qui est très facile à apprendre dans le trading. Ça prend généralement pas plus de 6 mois. Le problème, là où les gens perdent un temps fou, moi aussi, à l'époque, c'est de chercher la stratégie plus efficace que les autres. En fait, elles sont toutes aussi efficaces. Il faut juste leur laisser le temps et comprendre que ce qui fait la différence, c'est pas vraiment la stratégie, c'est la psychologie. Mais il faut déjà se donner la peine d'avoir une base stratégique et que, en fait, elles se valent plus ou moins toutes. Alors, il y en a certaines qui vont s'appliquer plus facilement à certains types de psychologie, il y a des stratégies plus malléables que d'autres, mais en gros, tant que ta stratégie, elle gère bien son risque, c'est ce qu'on disait là, c'est-à-dire qu'elle t'apprend à trader dans un range, qu'elle t'apprend à trader dans une tendance, pas une stratégie qui te dit n'importe quelle condition de marché, tu y vas, tu achètes, tu vends, tu fais ci, tu fais ça quand tu as telle condition. Ça, c'est de la merde, on est d'accord, ça s'appelle comme ça, on ne peut pas donner un autre nom. Une stratégie globalisante, entre guillemets, c'est de la merde. Le marché, il est tout sauf globalisé, il est contextualisé, il faut faire différentes choses dans différents contextes. Si ta stratégie, elle fait ça, normalement, ça va bien. Et il y en a plein qui fonctionnent très bien, des stratégies. Mais il faut s'arrêter sur une. Stratégie est pour une personne précise. Non, voilà, chacun aura sa stratégie. Disponible par jour. Tout le monde n'a pas la même gestion du stress. Tout le monde n'accepte pas d'avoir des positions ouvertes pendant 3 jours ou pendant 3 heures. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la gestion du time frame. Ça, c'est une autre question. La stratégie, en réalité, normalement, elle peut s'adapter sur plus ou moins tous les time frames à quelques petites modulations près. On voit bien que, évidemment, tu ne vas pas trader à moyen terme comme tu traderas en 5 minutes. Il y a des petites altérations. Mais normalement, ta stratégie technique, ton application d'un avantage statistique, normalement, ça, je suis désolé, tu peux le faire dans n'importe quel time frame. Et toutes les stratégies, en fait, sont bonnes à partir du moment où elles servent à gérer ce risque-là. Et moi, là, comme ça, je peux te dire, j'en ai appris des dizaines et des dizaines de stratégies. Aujourd'hui, j'utilise la mienne, mais si tu veux, je pourrais réutiliser sans problème toutes les stratégies que j'ai apprises à l'époque. En fait, elles fonctionnent toutes. Ce qui fait la différence après sur le temps. En fonction de si tu es full-time sur la crypto ou si tu travailles ou si tu as une vie de Non, famille. théoriquement, c'est pareil, parce que l'aspect technique te sert juste à limiter les risques d'être dans le mauvais sens. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir raison, ça veut juste dire que tu t'assures au moins de mettre toutes les chances de ton côté pour pas te planter la gueule. C'est juste ça, en fait. La stratégie, elle sert qu'à ça. En fait, c'est une pure vue de l'esprit la plupart du temps, une stratégie. Et effectivement, tu auras autant de stratégies que de traders, mais il vaut mieux commencer avec la base d'une stratégie déjà construite, déjà pensée par un autre trader. Après, tu la personnalises, ou tu mélanges 2-3 stratégies que tu as pu apprendre à droite à gauche, mais théoriquement, il ne faut pas t'amuser à apprendre plus de 2 ou 3 stratégies. Au-delà de ça, c'est une perte de temps. Et je te le dis de vécu, j'en ai appris des dizaines de stratégies, c'était une perte de temps absolument affreuse. Si je devais revenir en arrière, c'est le premier truc que je ferais. Bon, bah, je pense qu'on peut conclure simplement en disant qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Louise, est-ce que tu veux prendre le relais avec les news? Louise, on t'a encore perdu? Oui, mais non, Ah, non, je suis là. nice. Vas-y, je te laisse prendre. Qu'est-ce que t'as pour nous ce soir? Alors, plusieurs choses. Du coup, On premièrement, t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? ouais, là vous m'entendez mieux? Très bien. Ok, donc premièrement, on a Sandblock donc, qui a lancé Surprise. C'est la nouvelle application de shopping en ligne qui va réinventer en fait des partenariats avec des marques qui sont transcrits par des points de fidélité. Du coup, cette appli, elle est téléchargeable maintenant et elle est faite en partenariat avec plusieurs grandes enseignes du type Eden Park, Ray-Ban, Nike, Ah, mais c'est Marc, génial. voilà, oui, SNCF, donc c'est vraiment très large. Vueling. J'avais eu euh, l'occasion de discuter avec elle. Je crois que ça fait quelques mois qu'ils étaient dessus déjà. Bientôt un an. Je crois que c'était juillet-août de l'an dernier, non? c'est ça. Enfin bref, et En fait, c'est je génial. me permets de mettre un ajout. Sandblock en fait a deux produits. Sandblock a Stakin, une application qui permet de suivre et de centraliser du multi-programme. C'est-à-dire qu'en fait, il propose aux ICO, STO, boîtes blockchain de faire des programmes d'affiliation sur des jeux. Donc, vous pouvez télécharger l'application, ça s'appelle Stakin. C'est accessible sur Android et iOS. En fait, vous avez des projets comme Monart, comme Tomb Raider, comme Sgat ou comme plein de projets français. Et en fait, vous avez le choix de soit partager sur Facebook, soit comme un Doodle Jump ou d'autres choses. Ils ont fait un Trumpy Bird pour le fun. Et en fait, plus votre score était élevé, plus vous avez de tokens, plus vous avez de stake en fait.
Donc en fait, vous avez Oui, de Dumb Raider, c'est le mauvais exemple, mais c'était un exemple parmi tant d'autres. C'est celui que je me rappelais parce que c'était un cas, effectivement, Monsieur Crypto relève ça. Et vous avez aussi par exemple des quiz ou des challenges sur certains événements crypto. Vous participez en fait à des quiz sur les cryptos, la blockchain, sur des questions génériques, genre qui est Satoshi Nakamoto ou des choses comme ça. Combien de temps l'Ethereum on débloque, combien de temps, pardon. Et si vous faites correctement les quiz, vous êtes le meilleur dans le ranking, vous avez des stakes de Sandblock par exemple ou d'autres projets. Et la plupart du temps, c'est des projets qui sont bien référencés, des projets qui sont très bien choisis par Sarah Diane et l'équipe. Donc je me permets, Louise, de justement de faire un aparté. Et Sandblock est aussi en France, donc c'est un bon projet français. Voilà, je te redonne la main. Ça fait plaisir en plus de voir que un projet porté par Sarah Diane comme ça, ça pourrait, je crois qu'on en avait discuté, mais ça pourrait révolutionner comment dire, tout un secteur, le secteur de la Alors, fidélité alors, en le règle secteur de générale. l'affiliation, il faut savoir que le secteur de l'affiliation, tu as plusieurs projets en France déjà dessus, comme Frédéric, il sait très bien comment il s'appelle, c'est Universal Reward Protocol. Et il y a d'autres projets qui sont en Asie, qui sont beaucoup plus, chacun a son voilà, URP. Et en Asie, tu as des gros projets là-dessus. Et encore une fois, l'Asie, c'est un marché plus gros que celui européen. Et il peut y avoir vraiment, je pense, un impact plus fort que les projets français. Universal Reward Protocol. Bon, Sandblock est quand même bien placé en France. Il faut voir un peu ce qui va se passer. Je pense que le plus important, c'est de voir les partenaires qu'il va y avoir sur les premiers temps. Je pense que ça sera décisif, t'as raison. Louise, je te laisse reprendre du coup. Sinon, sur des choses plus gaies, on a Alexander Vin qui a arrêté sa grève de la faim qui durait depuis 80 jours. Ah ouais. Pour rappel, il était emprisonné pour hacking et vol de coins, en fait, enfin plusieurs cryptos. Et en fait, donc, il était en Grèce depuis 1 an et demi incarcéré. Il plaidait son extradition en Russie, sachant qu'il était poursuivi par 3 pays. Et que là, actuellement, ses conditions de santé se seraient dégradées et que du coup, il était sorti de. Mathieu, s'il te plaît, c'est casse-cul là. Sinon, il y a Legal Chain en fait qui a publié un article assez intéressant sur Medium qui en fait récapitule, Louise, enfin qui il s'intéresse il vraiment. faudrait que tu mettes le serveur en muet, parce que là on entend tous les bruits et c'est un peu embêtant. Du coup, Louis, le mieux, Le, c'est que le... tu mettes des écouteurs. Ouais, ouais aussi, enfin, En fait, je c'est quelqu'un sais qui les Mathieu. a plutôt, je sais pas où ils sont. Bon, bref. Mais bon, le petit bip bip c'était... Mais C'est rigolo. excuse-nous, On peut pas faire des mangous et faire du Discord en même temps, en fait, hein, c'est ça. les aléas du direct, c'est génial, j'adore. Louis, vas-y, excuse-moi, t'as coupé. Oui, vas-y, excuse-nous. Louise? Elle est partie chercher les écouteurs du coup. Bon, puis les gars, j'ai pas de Newstron cette semaine en plus, je suis désolé. Franchement, je peux rien faire pour vous. Louise, reviens! Bon bah, Bon, bah, elle du nous coup, a on va peut-être. abandonnés. Oui, alors en fait, Ah, non, je vous ai pas Ça y est, ça y est. entendu. perfect. Coucou Nice. Louise! Du coup, je disais à Malte, Malte s'impose comme un État pionnier en matière juridique. Et en fait, c'est pas nouveau suite au discours de l'ONU qu'ils avaient fait cette année, enfin l'année dernière. Et là, en fait, l'article récapitule toutes les mesures juridiques qu'ils ont fait et qui permettent de. Vous m'entendez toujours là? Oui, 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 On très t'entend bien. toujours. Ça y est, j'ai mes écouteurs. Ça y est. Ah, génial. Donc, du Une coup, minute de silence pour la joie de Louise d'avoir des écouteurs, s'il vous plaît. basta. Alors, du coup, il y avait. Donc, voilà, je vais poster cet article parce qu'il récapitule tout ce qui a été fait à Malte juridiquement et ce qui est, je trouve, un exploit, puisqu'ils ont quand même qualifié juridiquement la blockchain, la crypto, et ils ont encadré tout ça, et de manière, je trouve, assez flexible pour les entreprises, tout en étant non plus, tout en faisant attention aux mesures de anti-money laundering. Donc voilà, je vais arrêter de faire l'éloge de Malte, mais voilà. Je Bah, trouve que c'est ils sont Mais réellement Malte, avancés malgré tout, c'est indéniable, hein. Malte, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de startups qui sont parties quand même de Malte. Tu te rappelles, Louise, quand on est allé au MBS, ouais, c'est en parti fait, pour aller en beaucoup de France, quoi. startups qui étaient à Malte partaient de Malte parce qu'ils trouvaient que c'était un peu juste un refuge à boîte aux lettres et qu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça qui se passaient. Alors, moi, je suis pas d'accord, mais ceci dit, effectivement, j'ai l'impression que le dynamisme des startups, en tout cas l'engouement sur la crypto et la blockchain à Malte, se fait plutôt par des acteurs locaux que par des étrangers qui viennent là-bas souvent pour des mesures fiscales.
et qui finalement finissent par aller pour des mesures fiscales beaucoup plus intéressantes, type en Suisse ou en UK. Voilà, si on veut parler cru, pour payer moins d'impôts, en fait, il faut mieux aller en Suisse, à Singapour ou en UK. Et du coup, je pense que ces personnes-là sont déçues quand elles vont à Malte et qu'elles se rendent compte qu'en fait, oui, il y a une rigidité, une stabilité juridique, mais que d'un autre côté, en fait, le taux d'imposition n'est pas non plus un cadeau, comme dans d'autres pays. Après, c'est mon avis. Mais Le gros avantage de Malte, c'est d'être sur le marché européen et d'avoir l'euro. Mais C'est au vrai. niveau voilà, fiscal, on est mieux en Suisse ou à Singapour. exactement. Sinon, pour parler d'autre chose que de Malte, il y a Elon Musk qui a dit que la crypto était une idée brillante et pleine d'avenir. Il parlait en fait de l'Ether et du BTC, mais qui ne C'était veulent au pas cours de quelle intervention qu'il a fait ça? Parce que je l'ai vu passer aussi, mais j'ai pas. conférence C'était. de la semaine dernière aux États-Unis. Un truc qui n'avait rien à voir en plus. Et donc, bon, après, ça aussi, je peux retrouver la source et la poster. Ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir. Mais si tu peux reposter Voilà. ça sur le Trading Point, ça me ferait très plaisir. Ouais. C'est sur En fait, Twitter, hein. c'est juste, il a écrit 3 phrases, quoi, hein. Vraiment, c'était rien de plus que Bah, ça. même pas, c'était sur Twitter. Ouais, voilà. Donc, et il l'a dit à une Bon, conf qu'il y avait cette semaine. Dans il dit le que c'est genre, prometteur, mais il dit aussi qu'il a que 0,25 BTC, c'est tout ce qu'il a et c'est parce qu'on lui a offert. voilà. Exactement. Et ces Ouais, je sais finances pas lui si on parle proposent de la même d'acheter. chose parce que Au moins c'est moi, fait. ce que c'est pas exactement la même chose, hein. Enfin, il disait pas qu'il avait des. Peut-être que vous parlez d'un tweet qu'il a fait, mais moi, je parle de ce qu'il a dit à sa Bah, conférence aux États-Unis. Ouais, c'était un regardez podcast, le c'était un chat. podcast, ouais. Ok, C'est ça, oui, t'as raison. ok, ok. Et puis sinon, pour revenir sur un sujet aussi global sur lequel je parle souvent, c'est-à-dire que souvent on a eu des projets crypto-monnaies qui étaient sur des rock states type Iran ou Venezuela. Donc là, on a un retour d'une rumeur sur le Neftcoin, donc qui serait mené par la Russie, en sachant que la Russie n'a toujours pas en fait fait une législation, ben, justement comme Malte, qui permette l'encadrement juridique des crypto-monnaies. Et là, du coup, l'idée, ce serait en fait Si je peux me continuer. permettre, alors je vais prendre un vieux cliché, mais à mon avis, Monsieur Poutine a qu'à claquer dans les doigts. Je pense que la législation sera très vite trouvée. C'est un peu cliché ce que je dis, je sais, attention, mais je pense que ça peut se faire très très vite quand on s'en donne les moyens. Je pense que la Suisse c'est un exemple, voilà, un des meilleurs exemples que je pourrais citer par rapport à l'adaptation du moins. Non, je sais pas trop quoi répondre à ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce serait pas pour l'État russe, enfin, en tout cas, la nouvelle, le Neftcoin, ça concernerait les pays de l'OPEP. Et donc, bien sûr, ce serait mené par la Russie, mais du coup, ce serait vraiment pour faire un échange de crypto-monnaies sur énergétique, pas aux sanctions américaines. Ah, mais du coup, ce serait complètement pour repousser le dollar, en gros. Si... Oui, grosso modo, c'est encore toujours cette Alors, idée. C'est pour ça que si je je peux me trouve permettre, que excuse-moi Louise. probablement. Alors, l'OPEP, Ouais. c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, si vous ne le Exactement. saviez pas. Voilà. Ah, pardon, j'ai pas détaillé, pardon. Mais oui, c'est ça. Et en fait, la société d'investissement qui est concernée par ce Nefcoin, elle est dirigée par l'ancien ministre de l'énergie de la Russie, Igor Yusufov. Très jolie prononciation. Et ouais, donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est assez redondant, je trouve, dans mes news. À chaque fois, il y a ce sujet finalement d'échapper aux sanctions, mais sans réel concrète, c'est-à-dire qu'on avait l'Iran la dernière fois qui faisait un test au sein de l'industrie, on avait le Venezuela donc, qui a sorti sa monnaie en espérant échapper aux sanctions, mais finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait concrètement des actions suivies ou en tout cas des résultats. Mais je trouve que c'est un sujet récurrent dans l'actualité, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des tâtonnements de ces acteurs-là pour essayer de se servir de la crypto-monnaie pour... Hmm, si je peux voilà. Alors je me permets de donner un peu mon avis vis-à-vis de ça, c'est que malgré tout Oui, la blockchain pourrait répondre aujourd'hui à beaucoup. Alors la blockchain ne va rien réinventer, ne va pas réinventer tout un système, mais par contre elle permettra de combler pas mal de lacunes que notre système, je vais résumer simplement informatique, a actuellement. Enfin après ça ne répond pas forcément à toutes les solutions, hein, c'est indéniable, mais ça en ouais. résout une bonne partie.
Et Comme ce qu'on forcément, dit, c'est. Internet n'est Ouais. pas venu du jour au lendemain dans les maisons. Il a fallu qu'il y ait d'autres innovations qui se mettent par-dessus. Je fais référence, par exemple, au final, les abonnements téléphoniques. La seule raison du pourquoi ils ont bougé des années 1995 jusqu'à 2010, par exemple, pourquoi ils ont totalement changé, ben, parce qu'on avait l'iPhone. Par exemple, il faut des disruptions aussi. Enfin, je pense qu'au final, les cryptos, c'est une variante de la technologie blockchain. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, alors j'en ai strictement aucune idée de ce que ça pourrait être, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une surcouche par-dessus qui va venir et qui pourrait, au final, dire, mais oui, mais la blockchain, c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous manquait. Je Mm. ne sais pas si je me fais bien Alors, comprendre, mais... sur ce sujet-là, il y a eu pas mal d'articles. Je vais pas tous les citer parce que c'est plutôt des articles de fond, mais qui ont été publiés via LinkedIn par exemple. Et je vais juste en fait poster pour achever cette édition la photo d'une petite fille en Inde qui vend du masala et qui le vend en Bitcoin. Et c'est vraiment le meilleur signe de l'adoption. C'est un peu comme les vidéos de chats sur Internet qui parlent d'un truc sérieux. Ben là, c'est un peu pareil. Voilà pour le côté bisounours. Et sinon, pour clore toutes ces news, une colonie de mangousses apparemment aurait envoyé un mangouze en POC à Vittel. Donc en fait, il serait chargé d'explorer pour voir si Vittel est un terrain qui serait favorable aux mangousses. Et donc prochainement, apparemment, ce mangouze va arriver à Vittel et transmettre ses premières impressions sur la blockchain Valley à Vittel. Et est-ce qu'on Alors aura étant, des étant images, justement, Merci, Louise. des Super. vidéos, alors un justement, étant à documentaire Vitel, consacré à cette espèce j'attends menacée? le petit mangouze. On attend avec impatience en fait les photos de Mangouste pour savoir qu'il va bien et qu'il est bien arrivé à Vittel et puis comprendre un peu qu'est-ce qui se fait sur la blockchain Valley à Vittel et avoir un suivi des opérations en cours. Voilà. Est-ce qu'il va aider une opération humanitaire peut-être là-bas? Je sais qu'il y a Exactement. une espèce rare à protéger, il y a le Baptiste sauvage. Donc Alors savoir si... apparemment le mangouze a prévu de justement protéger la région de Vittel, de ce que m'a dit Louise. Oui. D'accord. Donc de toute façon, le mangouze délivrera son message et rayonnera sur Vittel. On verra bien avec lui sous quel Il signe. faut savoir que Mangouste n'a pas choisi Vittel par hasard, puisqu'en fait Vittel est vraiment une terre très préservée, puisque finalement on n'a pas de pesticides, de choses comme ça, puisqu'on extrait de l'eau d'extrêmement bonne qualité. Et donc le Mangouste, qui est quand même par essence très écologique et très bienveillant, a choisi Vittel, puisque c'est une ville qui correspond bien d'ailleurs aux villes qui sont Est-ce à que côté, tu peux mettre puisque une image Vittel est à de côté de Canada. mangouze dans le chat live qui Alors voit en à quoi fait, ça ressemble, quelle espèce d'animal c'est? oui, alors je vais mettre ça. Bonjour, bienvenue sur Arte. Alors aujourd'hui dans notre documentaire animalier, le mangouze. Le Mangouste, voilà. Non, Bienvenue sur TV Mangouze. Exact. Bah écoutez, moi, juste après l'image que tu nous... Merci beaucoup, Baptiste. final. Elle est magnifique en plus, Par celle-là. contre, j'ai une question, Louise. J'ai une question. Oui. Comment il s'appellera du coup, mangouze? Comment je sais si c'est un homme ou une femme? Tu pourrais m'envoyer un petit descriptif pour apprendre à gérer un Alors, mangouze? en fait, oui, il y a tout un. Alors, il faut savoir qu'en fait, cette semaine va sortir le Mangouze Act. Donc, ça aussi, c'est très important, même si c'est pas encore du coup sur la blockchain. Ça permet de garantir l'unicité de son mangouze. C'est-à-dire que chaque personne qui a pris un mangouze va recevoir par email un numéro unique. Ensuite, elle pourra se connecter et en fait générer son certificat d'adoption du mangouze. Et donc, à ce moment-là, elle choisit le nom qu'elle donne à son mangouze. Et puis, donc pour son sexe, elle décide. Voilà. Ce sera un Mais mangouze, la sur la façon blockchain, du ERC coup, quand même. 1620. Alors, pour le moment, ce n'est pas sur la blockchain, Bah, mais ça peut le devenir grâce voilà, ERC exactement. 720, token non fongible. Chaque Ça se mangouze trouve, pourrait être Mangouze est en assigné. mission d'enseignement à la blockchain Vitel Valley pour faire Ça ce se genre. trouve, la blockchain, ouais, exactement. Ça se trouve, la blockchain Vitel Valley deviendra le repère des mangouzes et ce sera le stock à la base de données des mangouzes. Écoute, on va y réfléchir. Alors, conclusion, si vous voulez voir des mangouzes à l'état sauvage, rendez-vous à Vittel. Ce que je Rendez-vous à propose... l'EHPAD. Ah, d'accord. Mais Alors, ce que je propose, c'est que bah, Mathieu, qui est là du coup pour ça, nous parle un peu de la mise à jour Constantinople de Ethereum qui va arriver tout récemment, enfin prochainement, pardon, le 28 février. Et notamment la grosse question qui se pose encore une fois pour les mineurs, la réduction du reward de blocs de 3 à 2 ETH. Mathieu, je te laisse la parole. En fait, t'as tout spoilé parce que c'est à peu près ça. Il va y avoir un peu moins de
Non, mais ça, dans un peu moins de 3 jours, genre 2 jours, et bref, dans à peu près 3 jours, on va avoir l'équivalent d'un hard fork Ethereum, mais qui normalement devrait bien se Constantinople, passer. je crois que c'est au bloc 7 280 000, je crois exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, peu Voilà. importe, c'est dans 3 jours. Et Par contre, c'est pas donc, hard qui fork, normalement devrait bien se c'est pas passer. hard fork, hein. Les tokens seront pas splittés en deux. Non, non, ça c'est un Mais en split fait, chain. C'est Si c'est en différent. un fait, hard fork, ça veut pas dire que tu Merci. Beaucoup, je spécules. préfère la voilà, précision. en Tu peux fait, pas Vas-y. revenir en ouais, mais arrière. Mathieu? ok. En fait, c'était un fork, mais comme je voulais le dire, c'est un hard fork, mais contrairement à l'un des hard forks précédents qui a donné naissance à deux blockchains distinctes, donc celle d'Ether classique et celle d'Ethereum, celui-là devrait normalement bien se passer comme certains hard forks précédents. Il y en a déjà eu des ETH qui, en fait, il y a eu un consensus et en fait, tout le monde a suivi le hard fork, ce qui fait que c'est pas tellement un hard fork comme on l'entend, par exemple, avec Bitcoin et Bitcoin Cash. Mais c'était techniquement, c'était un fork. Voilà. Et Et les gros changements qu'apporte Constantinople au bah, niveau alors, d'Ethereum, qu'est-ce qui... déjà pour les traders et autres spéculateurs comme vous, ça va absolument rien changer, hein, de toute façon. Alors, Hein. on n'est pas si différent des autres personnes quand même, on n'est pas une race bizarre de spéculateurs. Si. Si je dis pas de bêtises, la différence entre un hard fork et un soft core, un Soft. soft fork, c'est que Allô, la ici la blockchain Terre, on a vu ancienne ne personne. sera plus compatible avec la nouvelle. C'est ça. Et Par là, c'est pas, et là, définition, c'est, c'est un hard fork. oui, c'est ça. Donc c'était un fork. Oui. C'est juste que les gens le voient pas comme un hard fork parce qu'il n'y a pas un split. Oui, il y aura un split de deux chaînes, mais il y en a une qui sera automatiquement abandonnée parce qu'il y a consensus. Exactement. Mais le Voilà. fait qu'il y a un nouveau token qui émerge, ça ne veut pas dire que c'est un hard fork. Un hard fork, ça veut dire que les deux blockchains ne Allô, sont il y a plus quelqu'un? compatibles. Oui, Baptiste. Plus personne ne parlait du coup, c'est pour ça, excuse-moi. Bah, Donc, est-ce que tu non, estimes que je c'est crois un que hard je crois que fork? t'as muté tout, non, je crois que t'as muté tout le monde parce que ça marche très bien, Baptiste. Enfin, j'en sais rien, D'accord. mais du coup, voilà, pour vous qui nous écoutez, et qui n'êtes pas forcément habitués à tout ce discours, il existe plusieurs possibilités. On entend toujours hard fork, il va y avoir Bitcoin A et Bitcoin B, waouh, ça va être extraordinaire. Non, il y a trois situations possibles. Il y a le premier cas qui est le soft fork. Donc en gros, on peut ajouter des nouvelles règles, mais on n'en modifie aucune ancienne. On arrive à la seconde possibilité qui est le hard fork. Donc ce qui veut dire rajouter des nouvelles règles et potentiellement modifier les règles. Les règles primaires qui étaient là déjà là. Et on a la troisième possibilité, on a le hard fork avec split chain. Et le split chain, justement, c'est comme on a eu le Bitcoin et le Bitcoin Cash en 2017, là, il y a eu un hard fork avec split chain. Et voilà, excusez-moi, du coup, Mathieu, je te laisse reprendre, je t'éclaircis un peu les Bah, choses. c'est pas tellement ça. C'est que tu as le soft fork qui modifie pas. En Non, fait, il mais reste non, compatible. j'ai fait très simple, Mathieu. Bah, J'espère que tu m'en voudras pas pour oui, cet tu as amalgame. le soft fork qui reste compatible avec l'ancienne version et tu as le hard fork qui n'est pas compatible avec l'ancienne version. Puis du coup, créer deux chaînes. Voilà. Donc dans ce cas-là, on a un hard fork, mais qui sera suivi, vu qu'il sera suivi par toute la communauté, du coup, il y aura la chaîne, l'autre chaîne va être abandonnée et il en restera qu'une, donc c'est pas un problème. Donc les changements, bah, il y a des changements techniques comme, alors déjà, il y en a un qui est intéressant pour tous les utilisateurs, c'est qu'il y a la création de certains OP codes, donc les opérations que permet les EVM dans les smart contracts qui vont réduire en fait en gaz et il y a le stockage aussi des smart contracts qui va réduire en gaz. Du coup, en fait, pour les utilisateurs, en gros, Le gaz, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, Mathieu? c'est les frais de transaction que vous payez sur Ethereum. Voilà. Quand vous exécutez un smart contract, donc quand vous faites un transfert de RC20, tout ça, même si le RC20 c'est très léger, mais n'est pas un contrat plus lourd, vous devez payer chaque opération, chaque ligne de code en gros dans le smart contract. Et chaque opération a un équivalent en gaz et pour avoir le coût total de votre transaction, enfin les frais totaux, vous additionnez ces opérations, tous leurs coûts, et vous avez au final le coût de votre opération, le coût de votre transaction. Voilà, donc en gros, pour les utilisateurs, c'est des transactions moins chères, mais je précise vers les smart contracts. Une transaction de compte à compte, un truc, un transfert d'Ether, ça va coûter toujours le même prix. Donc je crois que c'est 21 000 gaz de mémoire.
C'est juste vers les smart contracts certains smart contracts seront moins chers. Voilà. Il y a une autre update, c'est pour permettre des state channels vers des adresses qui n'existent pas. Voilà, c'est pour. Alors ça, c'est pas encore très utilisé les state channels. C'est en fait, ça permet de faire des opérations off-chain. Voilà. Je sais pas si des gens l'utilisent déjà, mais voilà. Voilà, il y a un ajout d'OP code aussi qui réduit, qui donc va permettre de réduire des frais. Et la plus grosse mise à jour concerne les mineurs. Alors pour eux, ça va changer pas mal de choses. Premièrement, on a le report de la difficulty bomb. Voilà. Difficulty Est-ce bomb. que tu peux nous rappeler difficulté excuse-moi, j'ai bloqué aussi sur ce mot, du coup j'étais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce Difficulty que bomb, c'est voilà. la difficulty bomb à nos Alors auditeurs? la bombe de difficulté, hein, on va l'appeler comme ça en français. En fait, Ethereum à la base, c'était prévu qu'on passe en proof of stake, donc au lieu du proof of work. Seulement, ça demande du temps d'implémentation et ça va être certainement implémenté dans la prochaine mise à jour qui sera Serenity. Voilà, il n'y a pas encore de date ni rien, hein. Et la difficulty bomb, en fait, c'est dans le code, c'est implémenté. Il y a des lignes de code qui en fait augmentent artificiellement la difficulté de minage, même sans qu'il y ait en fait de nouveaux hash rate qui arrivent, pour en fait forcer les développeurs à passer en proof of stake. Voilà. Seulement, régulièrement, c'est arrivé même sur Ether classique, en fait, on repousse via une upgrade, via un hard fork. Le hard fork là est obligé. On doit repousser en fait cette date limite. Et là, en fait, la difficulté bombe commençait à agir, ce qui en fait augmentait artificiellement la difficulté de minage et faisait qu'on avait des blocs en fait, minés pas tout à fait aux alentours du block time. Voilà, on avait des blocs qui étaient donc la blockchain devenait plus lente en quelque sorte parce qu'on avait cette difficulté artificielle qui apparaissait. Et maintenant, on va la repousser de 12 ou 18 mois, je crois que de mémoire c'est 18 mois. Voilà, c'est le premier changement pour les mineurs et pour aussi les utilisateurs parce que du coup la blockchain retrouvera On un aura block moins de time latence, quoi. classique. Ouais, voilà, les blocs seront un peu plus rapides. Mhm. Et Yes. la plus grosse mise à jour pour les mineurs, c'est la diminution du block reward de 3 Ethers par bloc à 2 Ethers par bloc. Une diminution d'un Donc ce qui tiers va, encore une fois, ce qui pique. Il y aurait pas j'ai cru comprendre qu'il y aurait un rewards, je sais pas si c'est le cas maintenant ou si ça va être le cas, qu'il y aurait plus un rewards pour le premier qui résout le nœud uniquement, mais un rewards pour les 2, 3, 4, 5, 6e personnes qui résolvent le bloc, qu'il y aurait une répartition plus équitable sur les blocs alors résolus. non, tu peux pas avoir deux personnes qui résolvent le même bloc. Alors justement, C'est c'est pas- le premier qui résout le bloc qui a le plus gros rewards, et le deuxième qui a trouvé la réponse aura un petit reward Non, parce que inférieur. il y a qu'une réponse à un bloc. Ça n'a pas de sens. Oui, Mais il y a ça plusieurs. passe. Enfin, Oui, mais du coup, vu qu'il n'y a qu'une réponse, il y a peut-être plusieurs alors, personnes oui, qui trouvent la réponse. j'allais te répondre. En fait, il y a ce qu'on appelle les uncles. Vu que le block time d'Ethereum est plutôt court pour du proof of work, tu peux avoir deux blocs trouvés en même temps. C'est pas les mêmes blocs, parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens, comme on a dit. Mais tu peux avoir plusieurs blocs qui sont concurrents, qui sont au même niveau, qui ont le même numéro, mais qui sont différents. Et à ce moment-là, en fait, la chaîne va continuer d'un côté et pas de l'autre. Voilà, ça se passe aussi sur Bitcoin, mais c'est beaucoup plus rare vu que le block time est beaucoup plus long. Et sur Ethereum, il y a un système de reward des uncles. En fait, un uncle qui est récent, pas très vieux, qui a, je sais pas, 2, 3 ou 4 blocs derrière, tu peux en fait le référencer dans ton bloc et à ce moment-là, il recevra une petite partie et il recevra un petit reward. Mais ça, c'est déjà implémenté déjà. Justement, c'est par rapport à ça, aux uncles qui sont aussi rewardés, par rapport, tu vois, je regarde un petit peu en même temps, les homers, du coup les uncles, qui seraient rémunérés justement en rewards. Il y a pas mal de travaux là-dessus, je crois que c'est pas tout en prod, entièrement sur le mainnet, mais apparemment tu as beaucoup de travaux, que ce soit sur Ethereum et même sur Bitcoin, j'ai cru entendre parler, et principalement sur Ethereum, justement, qu'il y aurait des rewards justement répartis sur plusieurs personnes, pour avoir justement une équité plus intéressante. Je suis pas au courant, mais je pense que tu parles des uncles. Bon bah écoute, on verra ça, et puis si on a des news, on en reparlera la prochaine fois. Ok. Bah, ça pourrait être intéressant. Enfin, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre au final qu'on passe sur un système comme ça.
À part peut-être s'ils préparent le nouveau système pour les masternodes, mais alors là, j'en sais strictement rien. Il n'y aura pas de masternode sur ETH. Enfin, des masternodes, non, mais des nodes de staking, quoi. Pardon, désolé. Ça y est. Abus de langage. Voilà, abus de Et par langage. contre, est-ce que tu aurais un peu des infos sur Jasper du coup? Expliquer un peu ce qui va se passer. Alors, Jasper, c'est la contraction déjà de Casper et du sharding qui devrait arriver dans une autre mise à jour. Alors, disons Serenity, hein, donc la prochaine qui est programmée. Quoi, Donc, le pardon? sharding, Ça fait 4 ans qu'ils en parlent? Hein? bah oui, ça fait longtemps en fait. Voilà, comme j'ai dit, la difficulté bombe, c'est fait pour, c'est implémenté au tout début pour forcer en gros le passage au proof of stake. Et là, on va la repousser de 18 mois, je crois. Voilà, et donc, Autant que ça? je crois, oui, c'est 12 ou 18 mois. Quand on y pense, cette difficulté bombe, franchement, c'est une ceinture de sécurité, ce truc, mais c'est génial en fait. Pourquoi? Bah, pour éviter de faire comme BTC où tout le monde se crise dessus en faisant des forks à droite à gauche en disant non, c'est moi qui ai le vrai Bitcoin, non, c'est moi, non, c'est moi. Au moins, il y a déjà quelque chose d'implémenté et dans tous les cas, on doit passer à la version suivante et grâce Voilà, en gros, à leur esprit de cohésion, il y a un consensus qui est trouvé, c'est vrai contrairement à qu'avec la BTC. difficulté bombe, on sait déjà en fait qu'il y aura forcément un nouveau hard fork ETH qui va arriver. Parce que si tu hard forques pas, par exemple, bah, on en parlait que la chaîne, du coup, l'autre chaîne, puisque c'est un hard fork, l'autre chaîne va être abandonnée. Et si en fait des gens comme pour ETC continuent à miner dessus, elle va finalement mourir vu qu'il faudra forcément qu'elle hard fork parce qu'il y a la difficulté bombe qui va faire que les blocs, en fait, la difficulté va devenir exponentielle même sans nouveau hash rate. Et donc, du coup, les blocs vont prendre au début quelques, je sais pas, 30 secondes. Après, il va y avoir un bloc en moyenne toutes les 1 heure et après tous les 1 jour. Donc, ça va plus être possible. Donc, le hard fork est obligatoire sur Ethereum. Bah, moi, il y a voilà, comme je disais, une bonne ceinture de sécurité. Bah écoute, ça a l'air pas mal du tout quand même, malgré tout. Ça avance bien. Bon, ça fait Et 4 par ans rapport, et par qu'on rapport l'attend. au off-chain, on a des avancées sur les mises à jour qui vont arriver sur Ethereum? Tous les traitements off-chain sur Ethereum, est-ce que ça va arriver? Parce qu'il y a justement Monsieur Crypto qui en parle sur le chat. Est-ce que tu as des infos là-dessus, toi, Mathieu? Allô, Mathieu? Peut-être un problème de connexion, je suppose. Est-ce que du coup, Monsieur Crypto, euh, t'es Non, avec nous? apparemment, il n'y a pas de micro. Ah, il n'y a Pas de pas de micro. micro malheureusement. Bon, Dommage. bah, écoutons. Bon, bah, Eh Louise, ben, en tout cas, si Mathieu n'est plus là, Louise voudrait venir parler de l'ETHCC, un événement qui va arriver d'ici très très bientôt à Paris, début mars. Est-ce que Louise, Exactement. tu es là? C'est la semaine prochaine. qu'est-ce que c'est ETHCC, Louise? En fait, c'est un événement qui réunit toute la communauté. Et c'est super intéressant. Il y aura plein de conférences. Il y a plein de startups qui vont faire des conférences sur des sujets différents, des techniques, des pas techniques. Par exemple, à Exec, il y a de grosses têtes d'affiche. Vitalik Buterin, par exemple. Et, et voilà. Et c'est gratuit pour les étudiants, payant pour les entreprises, en sachant que beaucoup d'entreprises vont être là, pas uniquement des françaises. Il y a Vitalik Buterin? Oui, D'accord. oui, oui. Et c'est au CNAM à C'est pas Paris. mal. Oh, c'est pas mal, ouais, c'est pas déconnant, c'est clair, mais il y aura 1500 personnes cette année. Oui, J'encourage oui. vraiment à tout le monde d'y aller. Ce sera 200 € pour les places standards et ce sera 3 jours, je crois, c'est 6, 7, 8 mars. Gratuit pour les étudiants, c'est génial. Oui, Gratuit, moi je crois que c'est c'est du 100 5 €. ou 7 Ah, mars. presque. Je Monsieur permets Crypto, le prix s'il te plaît pour les étudiants? Parce que Monsieur Crypto co-organise Pour l'événement. la com, c'était écrit gratuit pour les étudiants, mais peut-être que Monsieur Crypto va donner une autre information, je ne sais pas. Allez, tape plus vite s'il te plaît. Si, on peut être bénévole pour avoir les places gratuites. Ah, Tu peux amener les c'est étudiants. cool. J'avoue, exploitation. Non, Non, on va c'est aller à cet cool. événement. Vitalik Buterin, c'est vachement propre. Ouais, et puis il n'y a pas que lui, hein, ce sera. Gavin Wood, Il y aura plein Gavin de Wood, allez, speakers, hein. rends-moi heureux. Est-ce qu'il y a Gavin Wood? Bah, tu prends Google et tu regardes, hein, je sais pas, hein. Bah tiens, Frédéric, je te laisse mettre un lien Facebook ou directement sur le site, je ne sais pas, de ton événement. Si jamais, pose-le dans le chat live si tu le souhaites. Vitalik Buterin, ça se refuse pas.
Ouais, Euh, il sera pas là que 10 minutes. Il sera là. Surtout, Vitalik Buterin, il a dit qu'il allait soutenir Mangou. non, Arrête sérieusement? de mytho. Il vient de Ouais. faire Non, un non, mais snap. pour de vrai. Bon, Non, écoutez, Il va poster une photo dans ses bras d'ailleurs. avant de non, finir c'est vrai. l'émission, Oui, c'est vrai. Non, non, mais je déconne pas par contre. Grandeur du Oh, film de mytho. Ah, je la veux la photo. On la veut toute semaine prochaine. Ouais, carrément, Non. un live. 1913. Hein, Jean-Luc? je crois que tu regardes la télé un peu trop fort, Jean-Luc, là. Il s'est remuté. Garde-moi là. Non, Louis, pour de vrai, t'auras vraiment une photo de Mangousse plus Vitalik. Bien Pour de sûr. vrai. Ah, Allô, oui. collector. Oui, oui, Je veux ma Jean-Luc. mangouze, moi aussi. Soyez pas Il jaloux. se réveille. Vas-y, fais tourner un lien. Je veux ma Faut que tout le mangouze. monde jaloux de Mangous. Elle est sympathique, c'est toi qui est créatrice de la mangouze. C'est sympa, hein, c'est beau, c'est sympa. Bravo. C'est sympa, c'est beau. Mais C'est doux, c'est- c'est moelleux, et arrêtez de dire que c'est fait par des enfants parce que c'est pas fait. Ah, pas trop près du micro, ça pique les J'en oreilles. prends une, je colle au mur et je lui envoie une fléchette, c'est Mais amusant. c'est toi la créatrice Ouais, mais- de Mangouze? Je vous défends de faire ça. Oui, c'est moi la créatrice de Mangous. Ah, je pensais que Chasse au tu Mangouze. représentais justement. Dimanche prochain. On aura un reportage spécial Inside de Mangous la semaine prochaine. Donc Excellent. Mangous à l'ETHCC, dans les coulisses de l'ETHCC. Bon, eh ben écoutez, je vais clore cet épisode. Bah écoute Mathieu, merci d'avoir été avec nous et puis de nous avoir éclairé sur Constantinople, savoir un peu ce qui nous attend. Et puis bah désolé les mineurs, hein, on pense fort à vous de loin. Et bah Ouais, merci. désolé, ça a dû couper d'un coup de mon côté. Ouais, effectivement, bah là on est en train de clore l'épisode et du coup merci Mathieu d'être venu, c'était top. Du coup je me répète, mais merci de nous avoir éclairé pour Constantinople. Un petit peu plus d'infos sur ETH. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. J'espère que bah, les Mangouzes auront fait bon voyage, hein. Et bah, vous aurez tous les Oui. liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook et le Discord, hein, n'oublions pas non plus. Et je vous dis à lundi prochain, 21h dans le Trading Point. Allez, Salut les crypto-dingos. à la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut.